Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabban Israël, le Rav Israël Yosef Shlita. Il a parlé cette semaine par rapport à l'interdit de demander à un non-juif pendant Shabbat de nous faire une melacha, de nous faire un travail. Alors on avait déjà développé dans les cours précédents à ce sujet. Pour retrouver le contexte, pour ne pas être trop flou à ce sujet, on va réintroduire le sujet de l'interdit de Amir Alegod de demander à un non-juif pendant Shabbat de nous faire une melacha. On va, avec l'aide d'Hachem, essayer de comprendre l'interdit, essayer de comprendre les raisons de l'interdit, et essayons d'en arriver, Bezrat Hachem, à une conclusion sympathique, avec l'aide d'Hachem. Alors, il faut savoir que l'interdit de Amir Alegod de demander à un non-juif, c'est rapporté comme ça dans plusieurs endroits. Tout d'abord, c'est rapporté dans le traité Shabbat et dans plusieurs autres traités. L'interdit de demander à un non-juif pendant Shabbat, les termes employés par le Talmud Bavli, c'est le mot Jvout. Un interdit des Rabbanan. Tout ce qui est écrit dans la Gemara, Jvout, ça représente quoi? Grève, faire la grève. Lorsque la Gemara utilise le mot Jvout, ça veut nous signifier un interdit d'ordre rabbinique. Alors la Gemara nous dit, il est interdit de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha pendant Shabbat, et le terme employé par le Talmud, c'est Jvout. Donc on voit que c'est un interdit des Rabbanan. A contrario, il est rapporté dans le Mechilta, l'interdit de demander à un non-juif, on l'apprend d'un verset. Il y a écrit comme ça, Kol melacha lo yease bahem. Tout travail, tu ne feras pas, on ne fera pas. Le Mechilta vient nous apprendre pourquoi la Torah nous enseigne du verset lo yease bahem. Pourquoi ce terme-là, lo yease, on ne fera pas. On peut dire lo taase, tu ne feras pas. Pourquoi yease bahem? C'est un peu bizarre ce terme-là. Le Mechilta nous apprend, ni toi tu feras une melacha, ni ton ami, ni un goy ne fera pour toi une melacha. Le Smag, Rashi, le Sefer Yereim nous apprennent que des termes employés par le Mechilta, on apprend que, étant donné qu'on l'apprend d'un verset, cet interdit-là, il s'agirait donc d'un interdit de la Torah. A contrario, nous avons l'avis du Ramban qui lui pense que même selon le Mechilta, il s'agit d'un interdit des Rabbanan. En tout cas, voilà, il y a une discussion sur le Mechilta, est-ce qu'il s'agit d'un interdit des Rabbanan ou bien de la Torah? Donc nous avons le Mechilta. Même sur le Mechilta, donc il y a une discussion. Est-ce qu'il s'agit des Rabbanan ou de la Torah? Mais en tout cas, il faut savoir que selon le Talmud, l'interdit est des Rabbanan. Et c'est comme ça qu'on tranche la halakha, comme on verra par la suite. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs raisons à cet interdit. Déjà, on a vu l'avis du Mechilta, que l'interdit se trouve selon le verset Lo Yaase Bahem, on ne fera pas donc de travail, on ne demandera pas donc à un non-juif de faire pour nous une melacha. Nous avons une seconde raison rapportée dans Rashi, dans le traité Avodah Zara à 15a. C'est rapporté là-bas, le pasouk dans Ishaïa nous apprend Memetzo chefsecha vedaver davar. Autant tes chafatzim, tes actions durant Shabbat doivent être différentes de la semaine, la même chose, ta parole, ta discussion pendant Shabbat doit être différente de celle de la semaine. Lorsqu'une personne elle dit « Si Dieu veut, Motzei Shabbat, je vais voyager en France ». Le mot « voyager en France » est problématique parce que voyager, ou bien c'est en voiture, ou bien c'est en train, ou bien c'est en avion. Surtout lorsqu'on va partir en France, on ne va pas pouvoir partir en France en voiture, on va devoir partir en avion. Donc c'est un problème. Et même en voiture, c'est un problème. Même voyager, je vais voyager à Tel Aviv, c'est un problème. L'insoa, voyager, c'est un problème. Parce que ce terme-là concerne un interdit de la Torah, ou bien même un interdit des Rabbanan, le Meshama, en tout cas, c'est un interdit. On peut dire à la rigueur, je vais partir à Tel Aviv Motzei Shabbat. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une possibilité dans l'absolu, avec des immeubles et tout ça, de partir jusqu'à Tel Aviv. On sait très bien qu'il y a un interdit durant Shabbat, d'aller à l'extérieur de la ville plus de 960 mètres. Après 960 mètres, il faut qu'il y ait un Hérouf Troumin, c'est ce qu'on appelle un Hérouf Troumin, un Hérouf justement pour qu'il nous donne la possibilité de voyager encore 960 mètres. Mais il faut savoir que cela, c'est uniquement lorsqu'il y a des immeubles, etc. S'il n'y a plus d'immeubles, à partir de 2000 mètres, si je mets là-bas effectivement un Hérouf, alors effectivement je peux faire encore 960 mètres. Mais on peut faire ça qu'une seule fois. S'il y avait des immeubles, alors effectivement, s'il y avait des immeubles jusqu'à Tel Aviv, ou s'il y avait des emplacements, des constructions faites à la va-vite, on pourrait à la rigueur dépasser ces 960 mètres à plusieurs reprises et aller jusqu'à Tel Aviv à pied. Donc le fait de dire je vais partir à Tel Aviv, Motzei Shabbat, c'est permis parce qu'on aurait une possibilité théoriquement d'aller à Tel Aviv de manière permise. Mais dire le terme voyager, c'est un problème.
Donc on voit bien qu'il y a une problématique de sortir des mots qui concernent un travail durant Shabbat. Donc si je demande à un non-juif, allume-moi le gaz, allume-moi mon micro-ondes, allume-moi mon feu, n'importe, ces choses-là qui concernent un interdit, je sors de la bouche des choses qui ne concernent pas Shabbat, ça concerne un interdit. Donc, étant donné que l'interdit que je vais lui demander, même si ce n'est pas moi qui vais le faire, je vais sortir de ma bouche quelque chose qui est problématique, qui est un travail dans l'absolu. Donc, même si dans l'absolu, je ne fais rien de mes propres mains, je vais sortir de ma bouche des choses qui sont problématiques. D'ailleurs, de là, on voit, entre parenthèses, ô combien c'est important d'étudier les lois de Shabbat. Parce qu'on peut rester comme ça, assis pendant Shabbat, et je dis des choses qui sont problématiques. Il se peut qu'on ne peut pas passer un Shabbat sans avoir chas v'shalom transgressé le Shabbat juste par notre parole. C'est d'où l'importance d'étudier les lois de Shabbat. Tov, en tout cas, voilà la seconde raison de Rashi. Pour quelle raison il est interdit de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha par rapport à la problématique qui est rapportée dans Yishaya, Vedaver, Davar. Troisième raison, rapportée aussi par Rashi dans le traité Shabbat 153 et dans le traité Bava Metzia 71, c'est rapporté là-bas Yesh lichut lagoy la chumra. C'est-à-dire que on sait très bien qu'on ne peut pas, une personne ne peut pas divorcer sa femme par un envoyé qui est non-juif. Je vous donne un exemple. Une personne, qui veut divorcer sa femme elle n'est pas dans la même commune que lui, elle est par exemple en dehors d'Israël. Alors il a la possibilité de demander au Beddin d'envoyer quelqu'un à sa place pour lui donner le contrat de divorce. Ok, le contrat de divorce, il va lui remettre à sa place. Mais attention, il faut que ce shaliach-là, cet envoyé, soit un juif. Si c'est un non-juif, c'est problématique. On ne peut pas considérer cet acte de divorce-là comme étant mis en vigueur. Il faut que ça soit vraiment par un juif. La même chose, le fait de se marier. On ne peut pas demander à une personne, c'était plutôt dans les époques précédentes, bien évidemment aujourd'hui c'est totalement différent, mais avant, oui, effectivement, il pouvait marier quelqu'un. Lorsque la femme, par exemple, elle était dans une autre commune, dans un autre pays, c'était bien difficile de se rendre dans ce même pays, de pouvoir envoyer cet acte de mariage, là c'est une simcha, là c'est beaucoup mieux de parler de ça, un acte de mariage, on pouvait le envoyer, mais uniquement par un juif. Par un non-juif, c'était problématique. Il se pouvait que ça ne soit pas considéré comme étant un mariage en bonne et due forme. Donc la shlichut, un envoyé, c'est uniquement par un juif. Mais Rachid de nous dire, lorsqu'il s'agit de quelque chose de grave, de quelque chose d'important, comme Shabbat, on pourrait considérer la shlichut, l'envoyé, comme ayant été fait en bonne et due forme. Et donc, il y a écrit quoi dans le traité Kiddushin? Shaliach, c'est-à-dire que la personne, c'est kemoto, c'est-à-dire que la personne, le shaliach, l'envoyé, c'est comme si c'était moi. C'est comme si c'était ma main qui faisait cette chose-là. C'est comme si que je lui remettais cette possibilité de prendre ma main et de faire moi-même cette action-là. Le fait d'avoir fait un acte de mariage, c'est comme si que je lui avais donné moi-même cet acte de mariage. C'est moi, pas moi, mais en tout cas, c'est comme si c'était la personne elle-même avoir donné donc l'acte de divorce. Donc en fin de compte, si on considère une shlichut, un envoyé par un non-juif, si on considère cette shlichut-là qui a été faite par un non-juif, lors de Shabbat, c'est comme si je lui avais demandé de faire une melacha pour moi pendant Shabbat, mais c'est comme si c'était moi qui avais fait cette melacha. C'est comme si c'était ma main, c'était comme si c'était moi-même qui avait fait cette melacha. Donc voilà la raison pour laquelle c'est interdit de demander à un non-juif durant Shabbat de faire une melacha. Et quatrième raison qui vient justement être dénominateur commun de toutes ces raisons, c'est le Rambam. Dans les lois de Shabbat, chapitre 6, halakha 1, le Rambam il dit Shelote Shabbat kala be'nei habriot. C'est-à-dire, il ne faut pas que le Shabbat soit simpliste aux yeux des gens. Imaginez-vous demain, on aurait eu la possibilité de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha. Allume-moi le gaz, allume-moi le feu, cuis-moi ce pain-là, cuis-moi ça, etc. Il n'y aurait plus eu Shabbat. Au point où, si chas v'shalom, on aurait donné la possibilité de demander à un non-juif de faire chaque melacha pour moi. Demain, il n'y aurait pas eu de juif, chas v'shalom, moi-même j'aurais pu faire cette melacha de ma propre et unique main. Donc là, ça devient problématique. C'est pour ça que le Rambam il dit interdit de demander à un non-juif de faire aucune melacha pour moi. Et que ce soit un interdit des Rabbanan ou un interdit de Oraita. Mais on va voir ici quelque chose de très intéressant. Il y a une généralité qu'on a déjà développée dans les cours précédents, mais c'est important de réintroduire cela dans ce cours-là. C'est la généralité, la règle de Jvout des Jvout. C'est quoi Jvout des Jvout?
Lorsque nous avons face à nous deux interdits d'Erabanan, je vais donner l'exemple qui nous concerne à nous. On a dit maintenant que selon le traité, selon le Talmud Bavli, l'interdit de demander à un non-juif, il s'agit là d'un interdit d'ordre rabbinique. Donc nous avons ici un interdit d'Erabanan. On va lui demander de faire pour nous une melacha qui est aussi d'Erabanan. Par exemple, j'ai de l'argent qui est tombé à l'extérieur de chez moi, j'habite en France ou bien même en Israël, il n'y a aucune différence. Parce qu'il faut savoir que de déplacer un objet d'un endroit public à un endroit privé aujourd'hui, dans l'état dans les conditions de domaine public que nous avons aujourd'hui, qu'il s'agit en réalité que d'interdit d'Erabanan, de déplacer d'un endroit public à un domaine privé, aujourd'hui, c'est plus considéré comme étant un interdit de la Torah parce qu'on peut trouver très rarement, on ne va pas développer le sujet maintenant, mais on peut trouver que rarement aujourd'hui un réel domaine public. Donc de déplacer d'un domaine public à un domaine privé ou bien même d'un carmélite, ça aussi c'est pas le moment de développer, mais en tout cas il s'agit là d'un interdit d'Erabanan. Donc si j'ai de l'argent qui est tombé chez moi, en bas de chez moi, en France ou bien même en Israël, je lui demande maintenant, si je demande à son non-juif de ramasser cet argent-là, de le mettre chez moi, est-ce permis ou pas? Alors nous avons là l'interdit de déplacer d'un endroit public à un endroit privé. Encore une fois, les endroits publics que nous avons aujourd'hui, c'est d'ordre rabbinique en général. Le mouxé, cet argent-là, il est mouxé, c'est aussi d'ordre rabbinique. Tout ça, c'est d'ordre rabbinique. Demander à un non-juif, c'est aussi d'ordre rabbinique, c'est aussi d'Erabanan. Donc nous avons là deux interdits d'Erabanan. Mouxé, ou bien déplacer d'un endroit public à un endroit privé, et le fait de demander à un non-juif. Donc nous avons deux d'Erabanan. On appelle ça jvout, des jvout, deux d'Erabanan. Donc lorsque nous avons deux jvoutim, lorsque nous avons deux Issour d'Erabanan. Bimkom misva, bimkom efsed meroubé, bimkom tzorer gadol, c'est-à-dire en cas pour une misva, ou bien en cas de perte, ou bien dans un cas de grand besoin. Okay, dans tous ces cas-là, on aura le droit de mettre en place ce jvout des jvout là, et donc dans ce cas-là, on pourra demander à un non-juif de déplacer le mouxé en question, etc. Donc, d'où l'importance de connaître si Amir Alegog l'interdit de demander à un juif, c'est d'Erabanan. Parce qu'en fin de compte, on aura une conclusion halachique très intéressante par rapport à cette règle-là de jvout, des jvout. Alors il faut savoir que le Ramban, Tosfot dans Baba Kama 80b, le Meiri dans Shabbat 130a, le Orzaroa dans le Siman 30 et Maran HaShulchan Aruch dans plusieurs endroits, ils définissent la halacha en ce qui concerne l'interdit de Amir Alegog, qu'il s'agit là d'un interdit d'Erabanan. Et donc en fin de compte, on pourra mettre en place cette règle-là très intéressante de jvout des jvout, que dans un cas de tzorer gadol, en cas de grand besoin, en cas d'une misva ou bien en cas de perte, on pourra demander à un non-juif de faire pour nous une melacha des Rabanan. Le Shulchan Aruch, on voit qu'il a tranché comme ça la halacha. Déjà, on peut retrouver ça dans trois endroits différents. Dans le Siman 307 halacha 5, Maran HaShulchan Aruch dit la chose suivante. Mutar lomar legoy la'asot isur des Rabanan bimkom miksat choli, o bimkom tzorer meroubé. O bipne misva, mishum shiujvut dejvut. Donc, Maran HaShulchan Aruch, il est explicite dans le Siman 307 halacha 5 qu'on a le droit de demander à un non-juif pendant Shabbat de faire pour nous un interdit d'Erabanan lorsqu'il y a ksatroli, lorsque la personne elle est un peu malade, ou bien tzorech meroubé, lorsqu'il y a un grand besoin, o mipne misva, ou lorsqu'il s'agit d'une misva. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de jvout dejvut. L'interdit de demander à un non-juif, c'est jvout. Et l'interdit en question est d'Erabanan. Donc ici, nous avons jvout des jvout en cas de besoin absolu ou bien en cas de misva ou bien que la personne elle est un peu malade. Donc voilà la première preuve. Seconde preuve du Shulchan Aruch dans le Siman 261 halacha 1 et dans le Siman 307 halacha 22 et dans le Siman 342 halacha 1. Dans ces trois endroits différents, le Shulchan Aruch il dit la même halacha. Il dit comme ça, Kol jvout d'Erabanan, Mutar ben hashmashot le tzorech misva. Tout interdit d'Erabanan, c'est permis pendant ben hashmashot le tzorech misva. C'est autorisé lorsqu'il s'agit d'une misva. Comme quoi, quel interdit d'Erabanan on a le droit pendant ben hashmashot? Je vais expliquer c'est quoi ben hashmashot. Lomar le'eno il dit la dikloner ben hashmashot. Demande à un non-juif d'allumer pour nous une bougie pendant ben hashmashot. Il faut savoir que ben hashmashot c'est quoi? Je réintroduis ça encore dans ce cours, même si on a déjà développé dans les cours précédents. Ben hashmashot, on définit
au niveau littéral, au niveau des termes littéraux, il s'agit entre les soleils. Ça veut dire quoi? Il y a un laps de temps entre le coucher du soleil et la sortie de l'étoile où Chachamim n'ont pas défini s'il s'agit du jour ou il s'agit de la nuit. Est-ce que de suite après le coucher du soleil, c'est la nuit ou pas? On ne sait pas. Est-ce que vendredi soir, lorsqu'arrive le coucher du soleil, juste après le coucher du soleil, est-ce que c'est déjà Shabbat selon la Torah? Est-ce que c'est déjà la nuit à 100% ou c'est encore le jour? Alors, pendant cette période-là, il est interdit de faire aucune melacha. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. Est-ce que c'est Shabbat ou pas? Safek de Roïta la Khumra. Alors, on est mahmir, on est strict, on ne fait pas aucune melacha. Mais maintenant, c'est quand même un safek. Est-ce que c'est encore vendredi midi ou c'est déjà vendredi soir? Donc, étant donné qu'on a un safek, Chachamim, ils ont autorisé d'utiliser un autre jvout, un autre issour des Rabbanan pour une melacha, pour une misva, pour en cas de grand besoin, ou bien lorsque la personne elle est un petit peu malade. Ici, le Shulchan Aruch dit que si la personne, chas v'shalom, elle a oublié d'allumer les bougies de Shabbat. Elle a oublié d'allumer les bougies de Shabbat, ça arrive. Il faut savoir qu'avant, aujourd'hui ça n'existe plus, en tout cas avant, lorsqu'une femme a oublié d'allumer les bougies de Shabbat, on lui demandait les Shabbats suivants, en tant qu'amendement, de rajouter une bougie supplémentaire parce qu'elle n'a pas allumé la semaine précédente. Donc toute sa vie maintenant elle devra allumer une bougie supplémentaire. Aujourd'hui ça n'existe plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui nous avons les lumières électriques qui peuvent faire office de Adlakat Nerot. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir qu'une des raisons qui est rapportée dans la Gemara, qui est rapportée dans les Rishonim, des Nerot de Shabbat, c'est par rapport à Shlom Bayit. De peur que si on n'allume pas les bougies, imaginez-vous avant il n'y avait pas d'électricité, ici il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de Shabbat. Le mari il revenait, il met tout sur sa femme, ok? C'est un homme qui est un peu maboul comme ça, il remet tout sur sa femme, il crie sur sa femme, c'est un taré mental, mais Chachamim, il pense aussi à ce taré mental. Qu'est-ce qu'on peut faire? La personne elle arrive chez lui, elle voit qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il va trébucher sur un jouet d'un enfant qu'il a laissé 2 heures avant, il a laissé un petit Playmobil, il s'éclate le pied le mec. Ok, il va crier sur sa femme, un marabout encore une fois. Mais encore une fois, Chachamim, ils ont pensé à ces gens-là et ils n'ont pas voulu chas v'shalom que le Shabbat soit compliqué pour la femme. Et Mishum Shlom Bayit, ils ont demandé à ce que les bougies soient allumées la veille de Shabbat. Très bien. Mais il existe bien entendu d'autres raisons à cette misva-là. Même si on a l'électricité aujourd'hui, il faut continuer à faire cette misva évidemment, et on fait même avec bracha, il n'y a aucune différence. Il ne faut pas chas v'shalom délaisser cette misva. Au contraire, on a l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat, même si on a l'électricité. Mais en ce qui concerne l'amende de cette femme-là, ce knas-là qu'on va donner à cette femme-là, si chas v'shalom elle a oublié d'allumer les bougies de Shabbat, n'existe plus. Parce qu'effectivement, la raison principale, entre guillemets, de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est par rapport au Shlom Bayit. Mais étant donné que maintenant il y a l'électricité, au Hachem, il n'y aura plus de problème de Shlom Bayit. C'est pour ça qu'on ne lui demande pas la semaine suivante de rallumer une autre bougie. Donc imaginez-vous avant, une femme elle avait oublié d'allumer les bougies et elle se trouve pendant la période de Ben Hashmashot, elle a le droit, les tzorech misva, pour une misva, alors elle avait le droit au préalable avant, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, de demander à un non-juif d'allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de Ben Hashmashot. Ça fait que là, on a un doute si c'est le jour ou la nuit. Donc, Chachamim, étant donné qu'ils ont interdit ce laps de temps-là de faire aucune melacha, il s'agit d'un interdit d'Arabanan de faire des melachot pendant cette période-là, parce qu'on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Donc, on a des Rabanan. On a le droit de demander de faire une autre derabanan, de demander à un non-juif. Donc là, c'est jvout des jvout. Même si ce goy là, on va lui demander de faire une melacha de la Torah, le méchané, on a déjà 2 jvout, on a déjà 2 issour derabanan. Le issour derabanan de faire une melacha pendant Ben Hashmashot, c'est un issour derabanan, ça s'appelle jvout. Et de demander à un non-juif, ça s'appelle aussi jvout. Donc jvout et jvout bimkom misva, c'est permis. Très bien. Il faut savoir que par rapport à l'allumage des bougies par un non-juif, c'est très intéressant parce que le Magen Avraham de Siman 263 à Linéa 11, il rapporte la vie du Maharam. Le Maharam, il dit que si il faisait la choupa, parce qu'il faut savoir qu'avant, il pouvait faire des choupas le vendredi soir. Le vendredi soir, le vendredi, il pouvait faire une choupa. Si maintenant, le Maharam, il nous dit dans une situation pareille, s'ils font la choupa la veille de Shabbat,
et arrive Shabbat, la Kala, la nouvelle Kala, n'a pas eu le temps d'allumer les bougies, parce qu'ils ont fait tard, etc., et ils sont arrivés en retard à la maison, et arrive le laps de temps de Ben Hashmashot, elle aura le droit de demander à un non-juif d'allumer les nérotes, et qu'elle-même fasse la bracha. Donc le non-juif, on lui demande, vas-y, allume les nérotes de Shabbat, et la femme, elle peut faire la bracha. Le Magen Avraham, il dit, comment tu peux faire la bracha? Chas v'shalom, c'est interdit. Comment tu peux faire la bracha? Là, il s'agit d'une misva qui est faite par un non-juif. Ok, c'est vrai qu'elle est faite par un intermédiaire et tout ça. Mais en fin de compte, la bracha doit être faite uniquement la adlik ner shel Shabbat. Là, j'allume les bougies de Shabbat. Je ne peux pas faire moi la bracha alors que ce n'est pas moi qui allume. Donc là, c'est un problème. Le Magen Avraham, il dit, on ne tranche pas comme le Maharam. Et si cette femme-là demande à un non-juif de faire l'allumage des bougies, de procéder à l'allumage des bougies, il ne faut pas faire de beracha. Mais juste c'est intéressant par rapport à la choupa, entre guillemets. Par rapport à la choupa, il faut savoir qu'avant, effectivement, ils faisaient les choupa veille de Shabbat. Mais ce qui est très intéressant, c'est par rapport au yichud. Maran Achaviv, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes par rapport au kiddushin, par rapport au mariage, à un acte de mariage. Il y a la choupa, il y a les brachot, les sheva brachot que l'on fait sous la choupa, et ensuite il y a le yichud, c'est-à-dire l'isolement qu'il va y avoir entre le khatan et la kala. Il faut savoir que pour les Sfaradim, l'isolement doit être fait que après le mariage, que après la soirée, etc. On aura bien dansé et tout ça, et ensuite on va faire l'isolement. D'ailleurs, d'où on voit ça? Les Ashkenazim, eux, ils font de suite après la choupa. Mais nous, les Sfaradim, on n'a pas ça. Il ne faut pas faire comme ça. Alors ils vont nous dire, on a fait les brachot sous la choupa, et après chaque bracha, il faut faire un acte. Et c'est quoi l'acte? C'est l'acte de l'isolement, l'acte du mariage qui va, l'isolement entre le khatan et la kala va justement marier les deux. C'est cet isolement. Alors ils vont nous dire juste après la bracha, il faut faire la misva. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la bracha de la choupa, il y a la choupa, il y a le mariage. Ok, Baruch Hashem, on va danser, simchat khatan vekala, et après il y a l'isolement. D'ailleurs, on voit le Maharan Chaviv. Pourquoi j'ai rapporté ça maintenant? Il rapporte comme ça dans Knesset Agdola. Et le Shahar HaMelech aussi, il dit ça. Que s'ils font la choupa, si on fait une choupa le vendredi, il faut faire attention de faire l'isolement, pas le soir, mais avant vendredi soir, avant Shabbat. Pour quelle raison? Parce que il se peut qu'il s'agit là d'un kinyan, d'une acquisition. On n'a pas le droit de faire une acquisition pendant Shabbat. Donc, il est préférable, c'est même pas qu'il est préférable, c'est qu'on ne peut pas faire cette acquisition pendant Shabbat. C'est pour ça qu'il faudra faire attention de faire l'isolement, le yichud, la veille de Shabbat. De là, on voit quoi? Maran Achaviv dans Knesset Agdola et Shahar HaMelech, ils nous apprennent que uniquement dans un cas comme ça, il faut faire l'isolement avant le soir. Mais en général, une choupa qui est faite en semaine, non, on ne fait pas l'isolement de suite après la choupa. On fait l'isolement après s'être bien kiffé, etc., avoir bien dansé. L'isolement, on le fait le soir. De là, on voit le Knesset Agdola et Shahar HaMelech. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça et beaucoup d'Acharonim. C'est pour ça que pour les Sfaradim, on ne fait pas de yichud, de yichud après la choupa, c'est chaval. Pourquoi faire des choses qui sont à l'encontre du minhag séfarade, la coutume séfarade? Il faut savoir que nos coutumes séfarades ne sont pas sorties ni de Mahane Yehuda, ni de Tel Aviv, ni de ces endroits. Chas v'shalom. Nous avons, Baruch Hashem, des épaules très très larges chez les Sfaradim. Rabbi Chaim Faladi, les Gdolim marocains, des Gdolim séfarades, des Gdolim tunisiens, algériens, irakiens, syriens, n'importe. On a beaucoup de Gdolim séfarades qui sont derrière tout ça. Alors pourquoi se mishtakniser? Pourquoi aller à l'encontre du minhag séfarade? On n'a jamais vu un Ashkenaz qui se sfaradise. Ok? Pourquoi alors un sfarad devrait s'ashkenaziser? Pourquoi en arriver à la chas v'shalom? Bien évidemment, chacun a sa coutume, il faut garder sa coutume. Alors, encore une fois, étant donné qu'on a une coutume, il faut la garder. La même chose par rapport, et ça c'est aussi important, je sais que c'est un sujet assez délicat, par rapport à la perruque. La perruque. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, il y a des dizaines d'années, ils ont vérifié, ils ont vu que les cheveux de la perruque, elles venaient des endroits où il peut y avoir de l'idolâtrie. À ce moment-là, à cette même époque, il y a eu un gros boom et beaucoup, Baruch Hashem, d'Ashkenazim et de Chassidim, ils ont brûlé leurs perruques. Ils ont brûlé leurs perruques parce qu'ils ont vu que ça venait vraiment de la Avodah Zara. Il n'y avait plus d'Ashgachot jusqu'à qu'il y ait un certain Rav qui est venu, qui a donné une cacheroute. Mais il faut savoir que c'est
complètement erroné. Bien entendu, vous allez voir des religieux avec la perruque. Vous allez voir des femmes de rabbanim avec la perruque. Vous allez voir des femmes de admourim avec la perruque. Très bien. Le Rav Yosef, il avait l'habitude de dire qu'on ne peut pas donner de preuves des rabbaniotes. C'est vrai que cette femme-là, elle a la perruque. C'est vrai que cette femme-là, elle a la perruque. C'est une femme qui est quand même assez haut placée. Que son mari est assez haut placé. Mais ne tiens pas une preuve halachique par rapport à ce que tu vois face à tes yeux. C'est vrai, chacun a son Yetzirah. Chacun, c'est très difficile pour lui, évidemment. Mais il faut savoir que le Rav Yisraël Yosef, le grand rabbin d'Israël, il a vérifié chaque angle en ce qui concerne la perruque. Et il a vu qu'à 100% des cas, dans 100% des cas, il s'agit de cheveux qui viennent de la Avodah Zarah. C'est chaval. On fait tous en sorte, Baruch Hashem, de rester dans la Torah, de faire tous en sorte de monter en Torah. C'est vrai, Chaz Shalom. On peut comprendre, les femmes, ça leur est difficile de ne pas mettre la perruque, de mettre le foulard. Chaz Shalom, on ne rentre pas dans ça. Mais chaque homme, chaque personne dans son couple, Chaz Shalom, il ne doit pas faire de problème de Shlom Bayit. Mais il a, Baruch Hashem, une langue, il a une bouche pour parler gentiment. Parler gentiment avec sa femme, lui parler de manière sympathique, de lui parler de manière douce et lui dire la gravité de la perruque. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On a toute la vie pour parler. Il ne faut pas venir être difficile avec sa femme et Chaz Shalom, lui dire les choses devant Chaz Shalom comme un bourreau. C'est pas ça la Torah. Kihem chayenu ve'orech yamenu. La Torah, c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous rallonge la vie. La Torah, c'est une Torah de vie. Il faut savoir comment parler. Il y a écrit comme ça. Il faut savoir que divrei chachamim benachat nishmarim. Les paroles de nos sages, elles sont dites de manière douce. Lorsqu'une personne elle dit des paroles de la Torah comme un bourreau, elles ne seront pas écoutées. Alors il faut faire attention. Le grand rabbin d'Israël l'a encore dit cette semaine. Faire attention. Il faut savoir que la perruque au jour d'aujourd'hui, 100% des cas, il s'agit là de la Avodah Zarah. C'est des cheveux qui viennent de la Avodah Zarah. Vous pouvez voir même dessus un tampon. Mais ce tampon-là, malheureusement, il est erroné par la réalité. Parce que la réalité, elle nous dit des choses. Elle nous dit des choses qui sont réelles. La réalité, elle nous dit que ces cheveux-là viennent de la Avodah Zarah. Chaque personne, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la force à chaque femme de faire ce rapprochement-là et ce pas-là. C'est très difficile. On ne dit pas. C'est très difficile parce qu'on peut voir certaines femmes haut placées, encore une fois, qui l'ont la perruque. Mais Bezrat Hashem, léat, les choses se font petit à petit. Et avec l'aide d'Hachem, elles mettront le foulard, comme Baruch Hashem, des Bnot Israël, comme les femmes de Nogdolé Israël, de mettre un beau foulard. On ferme la parenthèse. On était par rapport aux séfarades. Il faut garder nos coutumes séfarades. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire Yichou. Donc après la choupa, il faut la faire que suite au mariage. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est par rapport à les Katnerot. Le Magan Avraham, il vient nous dire qu'on contredit la vie du Maharam. Et une femme qui a fini sa choupa vendredi, il n'a pas eu le temps d'allumer les nerot, elle peut demander un non-juif, mais Chaz Shalom, elle ne peut pas faire de beracha. Donc voilà encore une preuve du Shulchan Aruch qu'on a le droit de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha, même de la Torah, étant donné qu'on est pendant la période de Ben Hashpashot, ça fait Jvout et Jvout. Donc on voit bien du Shulchan Aruch que Amir Alegoy demander à un non-juif, c'est aussi un interdit d'ordre rabbinique. Une autre preuve, c'est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch Siman 338, Halacha 2. Mutar lomar legoy sheavo belel Shabbat lenagen biklishir letzoreh simchat chatan vekala. Il y en a certains qui pensent que c'est permis de demander à un non-juif la veille de Shabbat demander même pendant Shabbat de venir vendredi soir, de lui dire viens et fais pour nous de la guitare, etc. Bien évidemment pas les trucs électriques, pas les instruments électriques, parce que là il s'agit là d'un interdit de la Torah. Donc là il va faire pour nous un interdit de la Torah. On lui dit des choses qui sont d'ordre rabbinique. Il faut savoir que faire des instruments musicaux durant Shabbat, encore une fois, pas des choses électriques, pas des instruments électriques, des instruments normaux, de la darbouka ou bien de la guitare. Ok ? Ces choses-là, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Pourquoi ? Chachamim, ils ont interdit de faire ces instruments-là de peur que ça se casse et de peur qu'on en vienne à réparer. Demander à un non-juif de faire pour nous une melacha derabanan, qui est des instruments musicaux, les tzorich mizvah pour chatan vekala, pour réjouir le chatan vekala, donc ça serait permis. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne le fait plus. Tout simplement par rapport à la vision des autres. Comment on pourrait faire, nous, à la maison, ces choses-là ? Les voisins vont dire, ça veut dire, voilà, donc c'est permis de faire ces choses-là. Et Chaz Shalom, ils vont faire eux-mêmes ces choses-là. Donc, évidemment, on ne fait plus cela aujourd'hui. Mais encore une fois, on a une preuve du Shulchan Aruch que Amir Alegoy demande à un juif, c'est un interdit des Rabbanan.
Il faut savoir que de là, on voit quelque chose de très important. On voit que, étant donné que Amir al-Egoy, c'est des Rabbanan, l'interdit de demander à un non-juif, c'est des Rabbanan, tout ce que on pourrait voir qu'il y a une marloquette dans les poskim, je vais vous donner tout de suite un exemple, lorsqu'il y a une marloquette dans les Rishonim, dans l'Acharonim, n'importe, alors on pourra demander à un non-juif à ce moment-là de faire tel melach. Je vous donne un exemple. Il y a une halacha comme ça, une discussion dans les Rishonim en ce qui concerne Bishul Acha, Bishul Belach. Il y a écrit dans la Gemara qu'on a le droit, c'est écrit dans la Gemara, on a le droit de mettre un poulet, on a le droit de réchauffer un poulet pendant Shabbat. On a déjà cuit ce poulet la veille de Shabbat, on a le droit de le réchauffer sans aucun problème sur le feu pendant Shabbat. Alors la Gemara de nous dire, est-ce qu'il s'agit là, les Rishonim se discutent à ce sujet, est-ce qu'il n'y a aucune différence dans aucun plat, c'est-à-dire que tant qu'il y a une cuisson, il n'y a pas de cuisson après cuisson, ou bien on devrait différencier entre une cuisson d'un aliment liquide avec un aliment solide. S'il s'agit d'un aliment solide, tant qu'il y a une cuisson, il y a une cuisson au préalable et ça a été cuit à 100%, on a le droit de le réchauffer sans problème pendant Shabbat. Mais s'il s'agit d'un aliment liquide, alors là c'est un problème parce qu'on ne pourra jamais manger un aliment liquide qui a déjà cuit au préalable, on ne pourra jamais le manger froid. Il faut tout de suite le réchauffer, il faut toujours le réchauffer. Donc en fin de compte, il va toujours s'améliorer pour nous. Donc là ça devient problématique. Marloquette, selon le Rambam, le Rajba, le Ritva, le Ran, il n'y a aucune différence, que ce soit un aliment liquide ou un aliment solide. Tant qu'il a cuit à 100% la veille de Shabbat, on a le droit de le réchauffer encore une fois, même sur la plata, même sur le feu, on a le droit de le réchauffer pendant Shabbat. A contrario, nous avons l'avis du Roche, de Rashi, du Ri, qu'eux ils pensent qu'il faut différencier entre un aliment solide et un aliment liquide. Un aliment solide, effectivement, il n'y a aucun problème, mais un aliment liquide, étant donné qu'il va s'améliorer tout le temps, même s'il a cuit à 100% la veille de Shabbat, on n'aura pas le droit de le mettre sur la plata ou bien sur le feu pendant Shabbat pour le réchauffer. Alors il faut savoir que Maran HaShulchan Aruch, dans plusieurs endroits, dans Siman 318, il tranche la halacha comme l'avis du Roche, du Ri, de Rashi, qu'il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Mais il y a une discussion dans les Rishonim. Il y a l'avis du Rambam, qui pense qu'il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème de mettre un aliment liquide sur la plata pendant Shabbat pour le réchauffer, même s'il est froid, même s'il est congelé, tant qu'il a cuit à 100% la veille de Shabbat, on peut le mettre. Mais on a le Roche, et Maran HaShulchan Aruch, il tranche comme le Roche, qu'on n'a pas le droit de mettre un aliment liquide sur la plata pendant Shabbat pour le réchauffer. Là, on a une discussion. Et on a l'avis du Shulchan Aruch, certes. Mais étant donné qu'il y a une discussion, l'interdit devient des Rabbanan. Donc, on a le droit de demander à un non-juif pendant Shabbat, les tzorech misva, étant donné que c'est on est Shabbat, on veut manger un aliment chaud pendant Shabbat, et on a oublié de mettre cela la veille de Shabbat, on a le droit de demander à un non-juif pendant Shabbat de mettre notre aliment liquide sur la plata, bien évidemment, qui a déjà cuit au préalable la veille de Shabbat. Évidemment, il a cuit à 100%. On a le droit de le mettre sur la plata pendant Shabbat. Donc, d'où l'importance de savoir s'il s'agit d'un interdit des Rabbanan. Étant donné qu'on a conclu maintenant que l'interdit de Amir al-Egoy, il s'agit là d'un interdit des Rabbanan, on a le droit de mettre en application cette halakha-là face à d'autres interdits des Rabbanan. Lorsqu'il y a une discussion dans les Rishonim qu'on vient de voir maintenant par rapport à Bishul Acha, Bishul Belach, cuisson après cuisson sur un aliment liquide, même si le Shulchan Aruch il a conclu l'halakha que c'est interdit, on peut mettre en application l'avis contraire face à Amir al-Egoy pour introduire ces deux éléments-là, Amir al-Egoy et cet interdit des Rabbanan, parce que étant donné que là maintenant il y a une discussion des Rabbanan, il y a une discussion des Rishonim, ça devient un issour des Rabbanan, donc je vous bim comme il va, c'est permis. Voilà, on a fini avec cela, avec l'aide d'Hachem, Be'ezrat d'Hachem, qu'on puisse tous passer un très bon Shabbat, d'où l'importance, encore une fois, je le répète à chaque fois, d'où l'importance de l'étude de la halakha, comprendre la halakha, pour que Be'ezrat Hashem nous puissions passer un magnifique Shabbat. Amen ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.